Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette 39e édition de votre émission Transparence. Pradel Saint-Fleur, votre compagnie. Nous avons décidé de faire appel à un grand monsieur de la communauté haïtienne, on va le dire. Il fait partie de la communauté maintenant, ça fait pas très longtemps, mais ça fait quand même plaisir de l'avoir avec nous parce que on le considère comme membre à part entière maintenant de cette communauté haïtienne. Il s'agit de M. Jean-Josué Pierre Dahomey, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Haïti en France. Donc le thème que nous avons choisi, c'est tout simplement rencontre avec M. l'ambassadeur d'Haïti en France. Comme nous le faisons dans cette émission, nous aimons bien présenter notre invité avant de commencer à discuter avec lui. Avant tout, bonjour M. l'ambassadeur. Bonjour mon cher Pradel. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de la célébration de la fête du drapeau et de l'université pour prendre part à cette émission de H-Live. Très bien. Donc, Monsieur Jean-Josué Pierre Dahomey fut professeur de relations internationales, d'histoire, des idées et de philosophie politique à l'Université d'État d'Haïti, expert international sur les questions de coopération pour le développement. Il fut tour à tour directeur de cabinet au ministère des Affaires étrangères, conseiller spécial aux affaires politico-diplomatiques, stratégie et communication de la chancellerie. Il fut aussi ministre conseiller chargé de la coopération pour le développement et de la coopération scientifique et universitaire à l'ambassade d'Haïti à Paris. Il fut aussi ministre conseiller à l'OEA et au Brésil. Monsieur Jean-Josué Pierre Dahomey est depuis le mois d'octobre 2020 ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Haïti en France. Également, depuis quelques jours, on va dire, il remplit les mêmes fonctions au niveau, en tout cas, ça a été rendu officiel, du côté de la Suisse. Donc, il fait le va-et-vient entre les deux pays. Heureusement que les deux pays ne sont pas trop loin. Avant de commencer, j'ai envie de vous poser une question très simple. En tant que représentant officiel du gouvernement haïtien, est-ce que vous avez des chiffres qu'on peut fier en ce qui concerne la communauté haïtienne de France, c'est-à-dire le nombre de personnes qui existent dans cette communauté officiellement? Merci Pradel pour cette question. Selon les dernières estimations qu'on a, la démographie des Haïtiens vivant en France s'élèverait à environ 120 000. 120 000 en sachant que ce sont des Haïtiens qui s'étendent sur le territoire à la fois à l'Hexagone, dans l'Hexagone et sur le territoire de la France d'outre-mer. Ah ok, donc ce n'est pas uniquement en France métropolitaine. Non. 120 000. Ok, 120 000 Haïtiens en France, en gros. C'est peu quand même, c'est une petite communauté en fait, finalement, quand on compare avec des pays comme les États-Unis. Oui, tout est relatif évidemment. Si aux États-Unis, la communauté est beaucoup plus substantielle, je pense que c'est la même chose pour la République dominicaine, pour le Canada, oui, mais ce qu'il y a, c'est que la communauté haïtienne de France, c'est une ancienne communauté, c'est l'une des plus anciennes communautés et qu'on a. Et on a des générations d'Haïtiens vivant en France depuis le 19e siècle. Donc ça c'est une donnée à prendre en compte aussi, oui, qui est fondamentale. Malgré cette ancienneté, elle n'est pas aussi grande qu'on pourrait le croire. Oui. Encore une fois, c'est relatif parce que en ce moment, si vous considérez le nombre d'Haïtiens vivant en Guyane, il y a, on nous apprend que les Haïtiens qui vivent en Guyane, il y a presque dans la population guyanaise, la population c'est une personne sur 3 serait haïtien, d'origine haïtienne en tout cas. Ah oui. Ouais. Donc, et malgré tout, on est à 120 000. Mais c'est intéressant de le savoir parce qu'il y a des chiffres qui circulent et des chiffres parfois assez farfelus. Donc, ouais, c'est une bonne chose d'avoir un petit baromètre absolument, à travers lequel on peut essayer de croire, en tout cas. Et quelles sont vos prérogatives et responsabilités en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire? Et qu'y a-t-il dans votre feuille de route?
Ah, merci pour cette question. C'est une question très très importante. En général, une ambassade est là pour représenter le gouvernement d'un pays dans le pays d'accueil. Le gouvernement, on appelle ça le gouvernement d'un État accréditant et dans un État accréditaire. Donc, et on représente, moi-même en tant qu'ambassadeur, je représente le gouvernement haïtien en France, mais je représente le gouvernement haïtien dans la perspective de défendre les intérêts d'Haïti. Donc l'idée c'est de représenter mon pays pour défendre les intérêts de mon pays dans mon État accréditaire. Donc, et puis j'informe également le gouvernement haïtien de tout ce qui se passe en France, de façon à ce que le gouvernement haïtien puisse lui-même défendre ses intérêts en fonction de l'évolution de la situation politique, économique et sociale en France. Et puis, un autre point capital, c'est que nous défendons également les intérêts des ressortissants haïtiens vivant en France. Donc ça, c'est les points fondamentaux de notre travail. Mais pour ce qui concerne ma feuille de route particulièrement, j'ai reçu des instructions directes du président de la République de mettre en chantier, de mettre en place une diplomatie de proximité. C'est-à-dire que on aura le temps de parler en long et en large de ce que l'on entend par diplomatie de proximité, mais l'idée, c'est d'aller vers les gens, d'aller vers la population haïtienne vivant en France, d'offrir des services et d'améliorer les conditions de service qu'on offre et vraiment de se mettre à l'écoute et de se mettre proche des gens. C'est la raison pour laquelle je suis là en ce moment. Je pense que c'est la première fois qu'un ambassadeur vient dans un studio de la communauté. Effectivement, c'est la première fois que ça nous arrive et ça nous fait plaisir. Mais vous savez probablement que la représentativité diplomatique haïtienne en France, en général, ne joue pas d'une bonne presse dans... et cette communauté est assez exigeante à ce niveau. Que comptez-vous faire pour que cette perception change, pour qu'on ait l'impression qu'on est ensemble au lieu d'être Alors, il y a deux éparpillés? Il faut déjà savoir pourquoi, essayer de comprendre pourquoi, comme vous le dites, disons les autorités haïtiennes, du moins la représentation diplomatique d'Haïti n'a pas bonne presse auprès de la communauté que cette représentation est censée servir. Il faut comprendre pourquoi. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes là, nous allons tout faire, nous allons tout mettre en œuvre de façon à ce que la communauté se retrouve en nous, de façon à ce que la communauté comprenne que nous défendons ses intérêts. Nous sommes là pour rendre service à la communauté. Nous sommes là pour la défendre. Nous sommes là pour défendre ses intérêts. Donc, il n'y a pas de raison pour que la communauté et ses représentations diplomatiques ne travaillent pas main dans la main, de façon à ce que nous soyons, on va dire, un peuple uni dans la défense de nos intérêts. Sauf que je voudrais ajouter que assez souvent, les dissensions politiques internes se répercutent à l'extérieur. Et je pense que ça peut être aussi une raison qui explique que la communauté, certaines personnes, certaines catégories dans la communauté se trouvent, ne se retrouvent pas dans les représentations diplomatiques qui sont là pour défendre leurs intérêts. Donnez-nous un exemple de ce que vous avez comme priorité pour que justement tout se passe mieux par rapport à avant. La priorité des priorités, c'est de vraiment défendre les intérêts des Haïtiens. Défendre les intérêts des Haïtiens. Comment? Et aller vers vous. Déjà se mettre à l'écoute. Se mettre à l'écoute de la communauté. Et écouter vos revendications. Prendre en compte
prendre en compte, mais vraiment, véritablement prendre en compte ce que vous avez à dire, prendre en compte ce que vous, et non seulement vos revendications, mais aussi vos souhaits, ce que vous souhaitez, la façon dont vous souhaitez être traité, être pris en compte par les autorités haïtiennes, les services que vous souhaitez avoir. Je vais vous dire que nous autres, au niveau de l'État haïtien, en tout cas au niveau de ce gouvernement, c'est pour nous un impératif, et un impératif, j'allais dire un impératif catégorique, d'améliorer le rapport que nous avons avec le rapport de l'État haïtien avec les ressortissants de la diaspora. Parce que la diaspora, quand même, haïtienne, représente beaucoup de choses pour Haïti, et nous voulons que les éléments de cette diaspora-là, nous voulons qu'ils sachent que nous sommes très conscients du poids, de l'importance que la diaspora a pour nous. Mais les gens de la communauté pourraient dire le gouvernement actuel, c'est un gouvernement qui arrive à son terme. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour mettre justement ce mouvement, en quelque sorte, en marche? Et moi, je vous répondrai mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement a toujours été soucieux de sa diaspora. C'est juste que les dissensions politiques internes rendent le dialogue difficile. Mais je pense qu'il est fondamental que nous nous mettions à dialoguer et à essayer de se comprendre, de comprendre que nous avons un seul pays, une seule nation, un seul drapeau. Comme on est là dans le cadre de la fête du drapeau, donc permettez-moi de faire allusion à ce point. Et c'est dans cet esprit que je suis là. Je suis là pour être à l'écoute, pour servir la communauté. Vous aimez parler de la cause haïtienne dans le monde. Qu'est-ce que la cause haïtienne dans le monde? Qu'est-ce que vous appelez cause haïtienne dans le monde? C'est une question fondamentale. Vous savez, moi, j'ai vécu en France avant d'être ambassadeur ici. J'ai été étudiant ici. J'ai fait un certain nombre d'années d'études à la Sorbonne, à Paris 4. Pour moi, Haïti représente quelque chose d'unique au monde. C'est le seul peuple à avoir conquis son indépendance de lutte victorieuse contre le système esclavagiste. Ça, c'est une première chose. Et je trouve que la place que Haïti a dans le monde, Haïti n'a pas la reconnaissance qu'elle devait avoir, que cette république devait avoir en tant que premier peuple noir déjà du monde, en tant que peuple qui a aidé un certain nombre de pays d'Amérique latine à conquérir leur indépendance, en tant que peuple qui a aidé la Grèce, l'Éthiopie. La place d'Haïti dans le monde n'est pas reconnue à sa juste valeur. Est-ce que ça veut dire que ces pays que Haïti a aidés ne sont pas reconnaissants? Non, c'est même pas ça. Non, c'est même pas ça. C'est l'idée que dans l'histoire de la modernité, Haïti doit, par exemple, si vous regardez le niveau de pauvreté qu'il y a en Haïti actuellement, si vous regardez la situation politique, la situation sociale, la situation économique du pays, vous allez vous rendre compte que Haïti a fait l'histoire. Moi, je pense que un pays qui a autant marqué l'histoire ne devrait pas avoir à souffrir autant. Mais on pourrait toujours dire que par rapport à la quantité d'aide que Haïti reçoit, c'est de la faute de ses politiciens si Haïti est dans cet état. Ce n'est pas la faute de l'international. Je ne vais pas rentrer dans le détail des questions d'aide, mais une chose est certaine, c'est que Haïti mérite mieux que ce qu'elle a.
Ça, je peux vous le dire. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de ce qu'Haïti pourrait bénéficier et elle ne l'a pas été encore? Non, en fait, la cause haïtienne, c'est quoi? La cause haïtienne, c'est la cause d'un peuple qui a conquis son indépendance, comme je le disais tout à l'heure, de haute lutte, mais qui se retrouve actuellement dans la position la moins enviable en tant que peuple, historiquement. La cause haïtienne, c'est la cause d'un peuple qui a donné au monde le symbole le plus élevé de la liberté, de l'égalité, et qui se trouve dans une position où ce pays, c'est un pays avec un niveau d'inégalité inacceptable. La cause haïtienne, c'est la cause d'un pays qui jouit d'une image à l'international, qui ne jouit pas d'ailleurs, qui est victime d'une image à l'international qui ne correspond pas à ce que ce pays est. Est-ce que ce n'est pas le fait que, justement, puisque Haïti a osé et faire quelque chose qu'aucun pays n'avait fait auparavant et que ça nuit justement aux intérêts des grandes puissances qui pourraient éventuellement aider Haïti à s'en sortir, et justement, on punit Haïti pour cela? Je ne suis pas complotiste. Je ne suis pas venu vous dire qu'il y a un complot contre Haïti, que certaines grandes puissances se mettent contre Haïti. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Haïti mérite une meilleure place, et je pense que c'est à nous autres Haïtiens de nous battre pour obtenir la place que nous méritons dans le monde. Comme nos aïeux, et comme nous sommes le 18 mai, comme nos ancêtres l'ont fait, je pense que c'est à nous de créer les conditions pour obtenir une meilleure position dans le monde. On va clore ce chapitre, mais est-ce que l'ingérence a quelque chose à voir avec l'état du pays? L'ingérence internationale? L'ingérence, vous savez, l'ingérence internationale en Haïti, historiquement, a fait du mal au pays. Historiquement. Mais moi j'ai envie de dire c'est une arme à double tranchant, parce que par moment on se dit que certaines ingérences dans les affaires du pays sont dues au fait que les Haïtiens eux-mêmes n'ont pas su se mettre ensemble pour résoudre leurs problèmes internes? Non seulement pour résoudre leurs problèmes internes, mais pour rendre l'ingérence impossible. D'ailleurs, désolé de le dire, mais il n'y a pas très longtemps, des responsables haïtiens ont fait appel quand même à l'international pour venir aider justement à résoudre certains problèmes. Problèmes d'enlèvement et problèmes d'élection qui doivent avoir lieu pour sécuriser tout ça. C'est une sorte d'ingérence quand on demande à l'international de venir parce qu'on n'a pas la capacité peut-être de résoudre ces problèmes. Alors il y a deux aspects. Si on a des amis à l'international, lorsqu'on a des problèmes internes et que nous autres, nous décidons de demander de l'aide au niveau de l'international, ce n'est pas l'ingérence. L'ingérence, c'est lorsque l'international décide de son propre gré de s'immiscer dans les affaires du pays et sans que l'aide leur ait été demandée. Donc ça c'est l'ingérence. Mais un pays, vous savez, aucun pays ne peut vivre en autarcie. Haïti est un pays, c'est un petit pays. Nous avons des amis à l'international. Donc nous pouvons recourir à nos amis, nous pouvons recourir à l'aide de nos amis pour faire face à certaines difficultés. Par exemple, lors du séisme, lors du tremblement de terre de 2010, il y a eu une mobilisation internationale en faveur d'Haïti. Ça, on ne peut pas dire que ça relève de l'ingérence. Très bien. Vous avez écrit, j'ai lu quelque part que vous avez écrit qu'il fallait rompre avec une diplomatie de représentation oisive. Qu'entendez-vous par là, représentation oisive? C'est peut-être un terme assez fort pour parler de ses pairs, en quelque sorte.
Non, je ne parle pas de. C'est pas de mes pairs, c'est une pratique, et ça, c'est encore l'une des. Pardon, c'est encore l'une des instructions que j'ai reçues du président de la République et du ministre des Affaires étrangères. Pendant longtemps, la diplomatie s'est contentée, pendant longtemps, et s'est contentée d'être une diplomatie de représentation. C'est-à-dire, les gens ne se sont pas donné la peine d'aller vers leurs compatriotes. Les gens, c'est-à-dire les diplomates. Oui, certaines personnes, certaines missions qui ont représenté Haïti, ils ne se sont pas donné la peine de mettre en œuvre cette diplomatie de proximité. Ou bien ils sont là, et vous savez comme moi qu'il y a une boutade de Maurice Sisto qui dit que bien souvent, une représentation diplomatique est une prime accordée à la paresse. C'est-à-dire pour dire que et bien souvent les diplomates ne font pas grand-chose. Mais bon. C'est le ressenti de la communauté haïtienne de France. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est pas toujours comme ça. Donc l'idée de cette administration, c'est de faire que la diplomatie passe d'une diplomatie de représentation oisive. C'est-à-dire, la fonction de représentation est une fonction centrale dans la diplomatie, mais il faut pas que cette fonction soit on est là, on représente le pays sans rien faire. Et donc, c'est pour ça que il faut représenter le pays, mais il faut représenter le pays en défendant les intérêts du pays, en étant présent et en défendant les intérêts du pays, en défendant les intérêts des ressortissants haïtiens. Vous voyez, il faut remplacer une diplomatie de représentation oisive par une diplomatie de défense des intérêts d'Haïti, par une diplomatie active, une diplomatie active et proactive. Nous allons marquer une pause, mais juste auparavant, vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellé, c'était le fait que les membres de la communauté pouvaient éventuellement présenter en quelque sorte leur doléance auprès de l'ambassade. Mais quelle est la différence entre l'ambassade et le consulat en fait? Qu'est-ce qu'on peut demander à l'ambassade et pas au consulat ou vice-versa? Ok. L'ambassade représente l'État haïtien auprès de l'État français. Le consulat représente l'État haïtien, j'ai envie de dire, auprès des ressortissants haïtiens vivant en France. C'est-à-dire que si vous voulez un certain nombre de services immédiats, si vous voulez un passeport et une pièce d'identité, documents administratifs, voilà, il faut vous adresser au consulat. Il faut vous adresser au consulat. Par contre, pour tout ce qui concerne le rapport, et j'ai envie de dire le rapport politique des Haïtiens entre eux, pour tout ce qui concerne la relation de l'État haïtien avec les Haïtiens en tant que citoyens haïtiens, c'est l'ambassade qui coiffe. L'ambassade coiffe. J'ai envie de dire, d'une façon générale, l'ambassade coiffe tout ce qui concerne les Haïtiens. Un Haïtien, par exemple, qui est ici, qui a envie d'ouvrir une entreprise en Haïti, mais ça fait très longtemps qu'il n'a pas mis les pieds en Haïti, il essaie de trouver les infrastructures nécessaires, un terrain éventuellement, ou pourquoi pas des partenaires. Est-ce que cette personne doit s'adresser à l'ambassade ou au consulat? Alors, ça dépend. En fonction de certains aspects, la personne va s'adresser au consulat, mais dans l'aspect général d'un Haïtien qui porte un projet sur Haïti, l'Haïtien... Un Haïtien ou quelqu'un d'autre? Absolument, si vous voulez. Mais surtout un Haïtien, il va s'adresser à l'ambassade. Il va s'adresser à l'ambassade pour tout ce qui est relation directe avec l'État haïtien. Mais pour des services ponctuels de pièces d'identité, de documents administratifs, c'est le consulat. Il faut dire que le consulat, d'une façon générale, le consulat est coiffé par l'ambassade. Très bien. Est coiffé par l'ambassade. C'est l'idée que le consulat donne des services bien ciblés, alors que l'ambassade, par exemple, si vous perdez vos pièces, vous allez demander au consulat
de vous faire... un duplicata, voilà. ou bien remplacer la pièce. Mais si ça a à voir avec l'État français et que l'État français ne veut pas, et l'État français n'accepte pas une pièce, par exemple, l'État français ne va pas s'adresser au consulat, mais à l'ambassade. Et l'ambassade va voir avec le consulat qu'est-ce qui s'est passé. C'est exactement ça. Très bien, nous allons marquer une pause dans cette émission Transparence, cette 39e édition. Je vous rappelle que notre invité, c'est monsieur l'ambassadeur Jean-Josué Pierre Dahomey. Voilà. Le nom est long quand même. Ouais, c'est un nom assez substantiel. Juste avant la pause, dites-moi. Pierre Dahomey, Oui. l'écrivain, vous êtes apparenté? Oui, c'est mon frère. C'est votre frère. Très frère. bien. Allez, la pause tout de suite, on revient dans quelques instants. Ladies and gentlemen, changez votre perception de la culture haïtienne. Lisez Boyo Magazine. Chaque trimestre, Boyo Magazine vous apporte toutes les passions, couleurs et émotions qui caractérisent la riche culture haïtienne. Des sites, villes et communes à découvrir. Musique, mode, peinture, beauté, poésie et toutes les valeurs traditionnelles d'Haïti constituent le contenu périodique de Boyo Magazine. Contact WhatsApp 06 01 86 45 50. Boyo Magazine, la voix de la culture haïtienne chaque trimestre. Bien, nous sommes de retour sur le plateau de Transparence, la 39e édition. Nous sommes avec monsieur l'ambassadeur Jean-Josué Pierre Dahomey qui nous parle de différentes choses, mais surtout, on va se focaliser dans quelques instants sur la fête du drapeau haïtien. Vous le savez, la fête du drapeau haïtien, et nous y sommes toute cette semaine. On parle du drapeau sur H-Live et c'est tout à fait logique. Mais auparavant, justement, j'ai envie de parler de quelqu'un qui aurait été émerveillé de voir le drapeau, mais malheureusement, il n'a pas eu le temps de le voir. Il s'agit de Toussaint Louverture. Mais c'est quand même celui qui a initié les revendications, la révolution. Et ce qui nous fait plaisir, c'est que le 10 mai dernier, à Paris, oui, on avait une place de Port-au-Prince dans le 13e. On ne sait même pas si ça existe encore, puisqu'il y a eu tellement de travaux. Je vois que la place n'existe pratiquement plus. Mais nous avons un jardin maintenant dans le 20e arrondissement qui porte le nom de Toussaint Louverture. Et le 10 mai, justement, c'était l'inauguration. Le maire, enfin la maire de Paris, en Haïti, on dirait la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, y était. Tout comme monsieur l'ambassadeur, vous étiez là. Je crois aussi que le consulat était représenté. Parlez-nous un petit peu de la manière dont ça s'est fait et comment vous vous sentez le fait de savoir que nous avons un endroit à Paris qui porte le nom de ce grand homme haïtien, Toussaint Louverture? Très bien. Alors, nous avons reçu une invitation de la maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, pour participer à l'inauguration d'une place Toussaint Louverture. Je tiens à remercier la mairie de Paris pour cette belle initiative de donner le nom c'est une très très belle place, c'est un bel espace, de donner le nom de Toussaint Louverture à ce beau jardin. C'est un très très beau jardin. C'est un jardin ou une place? C'est un jardin en fait. En réalité, c'est un jardin. C'est un jardin assez vaste. Donc dans le 20e, comme vous l'avez mentionné. Donc je pense que c'est une initiative louable. Alors il faut dire que Toussaint Louverture appartient à l'histoire universelle. Toussaint Louverture, c'est chez nous, nous l'appelons le précurseur de l'indépendance d'Haïti. C'est celui qui a initié, avec évidemment les révoltés, en 1791, qui a initié la bataille, qui a initié la bataille pour la liberté générale. Ça, il faut jamais l'oublier. Et Toussaint Louverture est une figure singulière. C'est, selon certains, selon Césaire, selon Delgrès, selon un certain nombre d'historiens, c'est le plus grand héros des temps modernes, et devant l'autre, hein. Selon un certain nombre d'historiens. Donc, nous sommes vraiment très fiers de Toussaint Louverture. Oui, qu'il nous appartienne, en quelque sorte. Même si, oui. Alors, permettez-moi de faire d'ouvrir une petite parenthèse. J'ai vu qu'il y a une petite polémique sur le fait que Toussaint Louverture a été labellisé général français. Il n'y a pas objet
pas un objet pour nous faire polémique sur ça. Et pour une raison bien simple, Toussaint Louverture, lui-même, Toussaint Louverture a exercé comme général de l'armée de Saint-Domingue et Haïti peut coexister. Ça, c'est une première chose. Haïti peut coexister. Haïti prend naissance en 1804. Toussaint Louverture, général de l'armée française, 1800, 1801, 1802. Et avant, il était général et divisionnaire. Le Toussaint Louverture, général divisionnaire, par exemple, il est général divisionnaire de l'armée française. Vous comprenez bien. Donc, et Toussaint Louverture a écrit en 1801 en constitution, et la constitution de Toussaint Louverture, la constitution de 1801, et côté que dans l'article 3 Toussaint Louverture là, et Toussaint Louverture dit, a parlé des habitants de la colonie de Saint-Domingue, il dit que la servitude est à jamais abolie sur ces territoires. Tous les hommes naissent, vivent et meurent libres et français. Et je dois vous dire que dans l'époque-là, c'est ton avancée révolutionnaire. Pour qui ça? Parce que esclaviaux du temps de la colonie, il n'y a pas de reconnaître, il n'y a pas de droit à la citoyenneté. Vous comprenez bien, il n'y a pas de reconnaître, il n'y a pas de droit à la citoyenneté. Et Toussaint Louverture, qu'est-ce qu'il va le faire? Il va le faire la bataille, il va le mener et Saint-Domingue à la liberté générale. Toussaint Louverture gagne deux grands idéaux, liberté et égalité. Et c'est deux idéaux qui sorti avec, c'était les mêmes idéaux de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Donc, nous pas besoin d'en faire polémique, pas aucune raison pour faire polémique sur Toussaint Louverture. Je sens la fierté chez vous quand vous parlez de Toussaint Louverture, mais une fois qu'on a regardé ces pages d'histoire, de temps en temps, on est obligé de revenir à la réalité. Et j'ai envie justement de vous ramener à cette réalité. À votre avis, quelle est l'origine de la crise actuelle en Haïti? Parce que là, Toussaint Louverture n'a rien à voir avec cette crise. Oui, Toussaint Louverture, ça fait quand même longtemps. Non, mais même si quelqu'un essayait d'adopter son idéologie, ça ne peut pas nous emmener à cette crise. Oui, non, comment vous dire? La crise actuelle est multidimensionnelle. Il y a évidemment la dimension historique dans la crise actuelle, mais il n'y a pas que ça. Historiquement, la crise que nous vivons, et là je vous donne une position plutôt personnelle, elle est liée au fait que historiquement, nous n'avons pas su élever le pays aux idéaux qui ont forgé ce pays, c'est-à-dire les idéaux d'égalité. Regardez la disparité économique qu'il y a en Haïti. C'est énorme. Haïti, c'est l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Mais ces inégalités ne datent pas d'aujourd'hui. Pourquoi on arrive à cette crise aujourd'hui? Non, c'est pour ça. Moi, j'ai des éléments que j'ai envie de vous proposer, mais j'attends que vous avanciez pour... Non, c'est pour ça que je vous dis que la crise, il y a une dimension historique. C'est-à-dire que la crise est ancrée aussi dans cette inégalité insupportable dans le pays. Ça, c'est une première chose. La crise est ancrée dans le niveau de pauvreté qu'il y a en Haïti. Ça, c'est une deuxième chose. La crise est ancrée dans... Alors, si on revient plus immédiatement sur le sens de la crise est aujourd'hui une crise politique. Une crise politique, une crise institutionnelle, une crise économique, une crise sociale, presque une crise existentielle. Oui, sociopolitique, je dirais. Voilà, presque une crise existentielle qui est liée au fait que nous avons cumulé un certain nombre de problèmes historiquement et un certain nombre de problèmes auxquels nous n'avons pas su donner réponse. Alors là, je vais vous taquiner un peu. Cette crise n'a jamais atteint ce niveau depuis l'existence d'Haïti. Et il se trouve que cette crise arrive sur ce gouvernement. Et le problème qu'on essaie de comprendre, est-ce que justement, moi c'est pour ça que j'ai posé la question de l'origine, est-ce que c'est pas le renvoi des maires, des députés
et des 2 tiers des sénateurs qui seraient à l'origine de tout ce qu'on vit en ce moment. Parce que le fait qu'il y a quand même un gouvernement par décret qui se fait, c'est le quotidien maintenant en Haïti. Est-ce que ce n'est pas ça qui instrumentalise cette crise? Alors, 2 choses. Je ne suis pas d'avis, je ne partage pas l'avis que Haïti n'a jamais connu de crise plus aiguë que celle-ci. Nous avons connu quand même des périodes de guerre civile en Haïti. Mais ce phénomène de kidnapping, je ne l'ai jamais connu. Non, ça c'est autre chose. Oui. Ce qui se passe en Haïti, en ce moment, à travers le kidnapping, c'est des actes de grand banditisme. C'est des actes de grand banditisme qu'il faut combattre et sans merci. Mais moi, je parle de la crise politique. Le kidnapping, c'est une conséquence, si vous voulez, de la détérioration, c'est une conséquence de la perte de repères de notre société, c'est une conséquence de la criminalisation et de la perte de repères de la société. Mais je vous parle de la crise politique. Et on a déjà connu des crises politiques très dures. Il me semble même que l'histoire d'Haïti, c'est une histoire ponctuée de crises. Le 19e siècle, le 20e siècle, c'est une histoire ponctuée de crises. Cela dit, ce que nous vivons en ce moment est c'est une crise difficile. Je ne pense pas non plus que cette crise-là soit liée au fait que le mandat des députés et des sénateurs soit arrivé à expiration. On a constaté la caducité et d'une partie des mandats d'une partie du Sénat et d'une partie de la Chambre des députés. Oui, la Chambre des députés est les 2 tiers du Sénat. Du Sénat, c'est ça. Et l'ensemble des maires. Mais la crise n'est pas immédiatement liée à ça. La crise est liée au fait que en Haïti, les éléments de la classe politique haïtienne ont du mal à se mettre ensemble pour penser un projet national. C'est le fait de la corruption ou du manque de responsabilité? Les deux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de corruption. Il y a beaucoup de corruption en Haïti. Vous savez, le président Jovenel Moïse avait dit à un certain moment que le pays avait 5 grands problèmes. Et ces 5 grands problèmes, il avait cité la corruption 5 fois. Et la corruption, c'est un problème majeur. C'est un problème majeur dans la politique haïtienne. Et le président est en train de tout faire pour mettre un terme à la corruption, ce qu'ils appellent en Haïti une oligarchie locale corrompue. Le président est en train de se battre pour mettre un terme aux pratiques à un certain nombre de pratiques d'oligarques dans le pays. Et tout ça fait partie de la crise aussi. Alors, pour être simpliste, je dirais qu'il y a des gens qui sont assez radicaux dans leur manière de penser et de temps en temps, je me retrouve de leur côté. Et pour dire que l'exemple doit venir d'en haut, si toutefois il y avait des arrestations de certains grands directeurs, pour ne pas dire certains ministres même, parce qu'il y en a qui sont quand même dans la corruption, on le sait, et malheureusement, et rien n'est fait. Donc si on commençait à justement faire payer un certain nombre de ces hauts dignitaires, peut-être que les moins importants, peut-être ils prendraient conscience qu'il y a des risques quand même à essayer de corrompre les gens ou bien à... Non, mais on ne peut pas dire que rien n'est fait parce que c'est ça le problème. Quand des décisions sont prises pour mettre un terme à certaines pratiques de corruption, on voit ce que ça donne. Ça donne une bataille politique acharnée. Alors, il ne faut pas sous-estimer la capacité des gens à répondre. Le système est tellement corrompu en Haïti, vous voyez tout l'effort que fait le gouvernement actuel pour résoudre un certain nombre de problèmes. Par exemple, la question de l'électricité. Le système est tellement corrompu en Haïti que vous touchez
du droit, vous essayez de réformer un secteur et ça a un rebondissement politique qui déstabilise, en tout cas qui cherche à déstabiliser le pouvoir. Donc il y a des choses qui se font. C'est vrai qu'il faut que la justice, le pouvoir judiciaire en Haïti, il faut que la justice prenne ses responsabilités davantage pour poursuivre les corrompus. Mais il y a des efforts qui sont faits dans le pays et il nous faut continuer dans ce sens-là. En tant que citoyen haïtien et en tant qu'ambassadeur, représentant du gouvernement, que pensez-vous de l'image qu'Haïti projette à travers le monde? Ça, c'est un autre grand chantier sur lequel il faut travailler. L'image d'Haïti dans le monde. L'image d'Haïti dans le monde, en ce moment, est, j'allais dire écornée, plus qu'écornée. L'image d'Haïti dans le monde n'est pas très bonne, est peu enviable. Et l'une des instructions que j'ai reçues du ministre des Affaires étrangères et du président de la République, c'est de faire en sorte que nous puissions améliorer l'image du pays. Et vous allez voir que l'ambassade, malheureusement, avec la crise sanitaire, il y a un certain nombre d'activités qui étaient prévues et qui n'ont pas pu avoir lieu. Mais l'ambassade, l'idée, c'est de faire de l'ambassade d'Haïti en France une vitrine de la culture haïtienne, une vitrine de l'art haïtien, une vitrine de la production artistique, littéraire, tout ce que Haïti représente de bien, de grand, de beau. Donc, malheureusement, comme je vous le dis, on a un certain nombre de programmes, un certain nombre de choses qu'on voudrait mettre en place, qu'on n'a pas pu mettre en place, mais on va... N'oubliez pas que nous sommes dans l'ère du numérique, donc il faut utiliser les techniques. Oui, mais nous avons fait pas mal de choses aussi déjà, mais il nous reste du boulot. Très bien, nous savons qu'il y a une question de référendum qui est en cours, ça avance, il y a pas mal d'opposition également à ce niveau. Mais est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies ou quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour que justement, non seulement ce référendum ait lieu le 27 juin, mais également des élections aient lieu dans le pays à la fin de l'année et pour remplacer tous les élus dont les mandats arrivent à terme? Alors, le référendum est quelque chose de fondamental. Le référendum est un impératif en ce moment. Pourquoi? Parce que le référendum va nous permettre de mettre un terme à un certain nombre de problèmes posés dans le cadre de la Constitution de 1987. Le référendum va nous permettre de résoudre ces problèmes-là. Et je pense que le référendum, c'est la forme la plus démocratique de demander au peuple de décider s'il veut ou non d'une nouvelle constitution. Alors, les conditions pour ce référendum, c'est ce que le pouvoir, c'est ce que le gouvernement est en train de faire, c'est en train de mettre en place, c'est-à-dire dialoguer, inviter les gens au dialogue, inviter les gens sur la table des négociations, inviter les gens à trouver un accord politique en vue de sortir le pays de cette crise finalement, de cette crise terrible. On comprend bien que le gouvernement voudrait que ça se passe, mais on sait qu'il y a beaucoup d'opposition à ce projet de référendum. Et est-ce que c'est une nouvelle constitution? Bon, là, peut-être que vous ne pouvez pas répondre à cette question, mais est-ce que c'est une nouvelle constitution dont on a besoin ou bien des amendements au niveau de la constitution actuelle? Parce qu'il y a quand même pas mal de belles dispositions dans la constitution de 1987. Mais il y a également pas mal de choses dont on reproche au projet de constitution actuelle
Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen, justement, de reprendre cette constitution existante? Alors, il s'agit d'une nouvelle... essayer de Pourquoi est-ce qu'on parle l'amender? d'une nouvelle constitution? C'est parce que la constitution de 1987 ne permet pas... la constitution de 1987 rend presque impossible son amendement. Cette constitution ne permet pas à ce qu'elle soit amendée comme nous sommes en train de le faire maintenant. Voilà pourquoi le pouvoir propose, au lieu d'amendement, propose une nouvelle constitution. Mais ce qui est certain, c'est que toutes les bonnes dispositions et en rapport à la protection de la démocratie, promotion des droits de l'homme, promotion de l'égalité homme-femme, toutes ces dispositions-là de la Constitution de 1987 sont reprises dans la nouvelle Constitution. Il y a quelque chose qui me gêne, on va laisser ce sujet dans quelques secondes, mais il se trouve que la balance penche quelque part, et je ne peux pas dire dans quel sens, mais en tout cas, la balance, il n'y a pas équilibre, parce que justement, il y a peut-être beaucoup de choses qu'on reproche à ce projet de constitution, et un référendum, c'est quoi? C'est oui, non. J'accepte ou j'accepte pas. Si les gens acceptent, tout ce qu'ils reprochent à cette nouvelle constitution vont être adoptés. Et s'ils disent non, tout ce qu'ils aiment dans cette nouvelle constitution vont être refusés. Donc, il n'y a pas un travail à faire pour peut-être justement trouver le juste milieu avant de faire un référendum. Il y a une voie médiane, il y a le moyen de trouver le juste milieu, comme vous l'avez si bien dit. C'est ce que fait, et c'est ce travail que fait le gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le référendum était prévu pour le 25 avril. Alors, que s'est-il passé entre-temps? On s'est rendu compte qu'il fallait du temps, qu'il fallait prendre le temps pour regarder, qu'il fallait se donner plus de temps pour regarder, revenir sur un certain nombre de choses dans la nouvelle constitution proposée. Alors, qu'a fait le gouvernement? Ils ont repousser la date du référendum pour le 27 juin. Voilà. 2 mois après. Ce qui nous donne le temps, largement le temps, de faire des consultations, de faire des discussions, d'essayer de voir, d'essayer de prendre en compte un certain nombre de recommandations faites par tous les secteurs de la vie nationale. Et c'est ce que je pense que c'est cette voie-là qui est une condition. Vous parliez tout à l'heure de conditions pour faire des choses, qui est pour nous une condition sine qua non. On dit le fait de respecter la voix des gens, de donner une voix. Il nous reste un mois pour ce référendum. Là, c'est la dernière question. Et il nous reste un mois, puisqu'on est quasiment fin mai et fin juin sur référendum. Et on se souvient, depuis janvier, on nous avait présenté ce projet de constitution. On nous avait donné entre janvier et avril pour faire des propositions. Et on a poussé cette période jusqu'en juin. Il se trouve qu'on ne sait pas quelles sont les propositions qui ont été faites et quelles sont les modifications qui ont été faites par rapport à ce qu'on reproche. Alors on vient de publier, je pense que c'est ce matin, la nouvelle version. C'est hier matin. On vient de publier la nouvelle version de la Constitution. Voilà, donc je n'ai pas encore accès à ce document. Non, mais je peux avant de partir, je peux vous passer, je peux vous donner les modifications qui ont été faites. Mais une chose est certaine, c'est que on essaye d'améliorer le plus possible le document pour que le document puisse refléter les positions exprimées. Puisqu'on est mi-mai, quasiment fin mai, une nouvelle version, est-ce qu'il ne faudrait pas laisser plus de temps aux gens? Un mois, c'est peut-être pas suffisant pour que les gens puissent... Non, ce qu'on a fait pendant tout ce temps-là, ce qu'on a fait pendant tout ce temps-là, c'est ramasser les propositions, les recommandations. Les collecter, ensuite les mettre en forme. Voilà, et les inscrire. Non, le travail est déjà fait. Non, mais le travail est déjà fait. Les gens qui vont voter
au référendum, il faut qu'ils aient non, mais ce connaissance sont de ces eux. changements. Voilà ce qu'on a fait. Par exemple, au niveau de l'ambassade, on a fait pendant ces 2 mois-là, il y avait, malgré la crise sanitaire, malgré le coronavirus, on a fait venir un certain nombre de secteurs de la communauté haïtienne de France. On a fait venir les vaudouisants, les protestants, les catholiques, un certain nombre d'associations. On a fait venir pas mal de gens qui nous ont dit voici ce qu'ils pensent de la Constitution. Et on fait un rapport, on envoie le rapport à Port-au-Prince, on a envoyé ça à Port-au-Prince et nous n'étions pas les seuls à faire ça. Ça s'est fait aux États-Unis, ça s'est fait en Espagne, ça s'est fait un peu partout, et en Haïti également. C'était le même processus. Et moun yo prend y aller dans différents, yo fait différentes. Je peux vous garantir que CCIan ils font un volume réunion, prend désiderata moun yo, prend recommandations yo de façon à ce que yo ka inscrit dans la Constitution. Maintenant, c'est restitué. Ça, c'est résultat. Et nouvelle version ça, son version de restitution de ensemble de recommandations que moun yo fait. Ok, très bien. Donc, vous pensez que il y a assez de temps pour Mounio prendre connaissance de tout changement, toute modification, toute doléance, toute désidérata différentes communautés. Oui, ils prennent en compte. Ils prennent en compte. Et là, qu'on y a là, c'est ils présenter constitution. Et puis c'est le référendum qui va décider, oui ou non, est-ce que nous sommes d'accord à la Constitution. Il n'y a pas un risque que le non l'emporte justement par rapport au fait que le grand public n'a pas connaissance de tous ces changements, de ces nouveaux changements? Mais je vous dis que c'est le grand public qui... Grand public là... Non, soyons sérieux. Le grand public, on va parler de la communauté haïtienne de France. Oui. Je pense en faire partie. Je n'ai jamais parlé de constitution à quiconque. Non, c'est pas vrai. Au niveau de l'ambassade. Je ne vais pas vous laisser dire ça. Vous êtes venu à l'ambassade, on a discuté de la Constitution, vous m'avez dit non, mais attendez. Non, c'était pas une consultation au niveau de Constitution. On a parlé de choses et d'autres parce qu'on préparait justement une Oui, bien émission. sûr. Non, mais après, on s'est parlé à l'ambassade, vous m'avez dit votre position sur la Constitution. J'ai demandé à mon collègue qui est là. Donc c'était une sorte de consultation. On fait des consultations, mais on fait des consultations, mais moi je peux vous dire, j'ai encore en mémoire ce que vous m'avez dit sur la question du Premier ministre. Vous vous rappelez pas? Bien sûr. Est-ce que tous les gens qui ont été à l'ambassade en France, entre autres, et même dans les autres pays, est-ce que ces gens savaient que c'était une sorte de consultation sur le? Oui, on a pris note. On a pris note, nous disons que yo vini là, nous vaudouisants yo vini par exemple, yo vini son équipe te gen une dizaine, presque une quinzaine de monde, différents pasteurs de différentes églises qui vini, nous disons déjà nous parlons avec eux, nous disons voyez point de vue, voyez recommandations, ce qu'ils ont fait. OK. Ce qu'ils ont fait et puis qu'on y a là. Maintenant nous gagnons et référendum là pour nous 10 derniers mots. Et c'est dans le cadre de référendum là que vous allez dire. Très bien. Est-ce que Mounici a voté ou pas? Non? Voilà. C'est le seul hic de l'affaire, c'est que on est en train de mettre des bouchées doubles pour avoir des cartes pour des gens pour qu'ils puissent voter. Mais étant donné que le 27 juin, c'est demain, ça risque qu'il n'y a pas qu'à voter. Dans le référendum là, même au niveau des élections, au niveau des élections, et nous pas si on rate le momentum référendum là au niveau des élections, on va tout faire pour que la diaspora puisse participer. Comme je vous le dis, c'est important pour le gouvernement que la diaspora participe à la vie politique et sociale du pays, comme et déjà elle participe grandement, heureusement, à la vie économique du pays. Une question qui n'a rien à voir avec la communauté, entre guillemets, elle vous satisfait de la manière dont la presse, en général, la presse internationale entre autres, traite les dossiers haïtiens? La réponse est tout simplement non. Non, parce que la presse en général, la presse internationale
Et yo a traité un dossier sous Haïti, yo traité avec un certain nombre de préjugés de départ. C'est Haïti, gon gens yo ouais Haïti, gon gens yo toujours voulu présenter Haïti. Est-ce que c'est vrai que juste une seconde, est-ce que c'est façon yo Haïti ou bien façon Haïti montrer? En fait, c'est vrai que y a un problème dans le pays là. Mais soit prend et problème qui gagne dans le pays avec sa pays a gagné en termes de potentiel. Soit prend problème qui gagne dans le pays bagaille qui l'aide dans le pays avec bagaille qui belle dans le pays c'est pas bagaille qui l'aide seulement qu'à joindre pour dire de Haïti. Haïti a un problème politique, Haïti a un problème économique, mais Haïti pas qu'à réduire à ça. Est-ce que la représentation haïtienne, notamment les ambassades, ont un droit de regard sur ces différentes émissions avant leur diffusion? Non. Vous avez un droit de réponse quand même après. Oui, absolument, on va répondre. Mais c'est la liberté de la presse. C'est-à-dire, lorsque vous présentez le pays d'une façon qui n'est pas conforme à la réalité des choses, nous autres, comme ambassade, nous faisons valoir le droit de rectification, mais c'est le mal, assez souvent le mal a déjà fait. Mais excusez-moi de vous d'insister là-dessus. Quand on présente le côté négatif uniquement d'Haïti, on présente Haïti. On présente Haïti de la manière dont on voit Haïti. Non, de façon tronquée. Non, pas forcément Haïti comme on veut. C'est la facette dont ils ont choisi de présenter. Mais bien sûr, donc on présente le pays comme on veut le voir. Dans ce cas, il faut que Haïti fasse des recommandations, des demandes de sujets, par exemple. Non, alors... Sous Duvalier, ça se fait. Comprendre comment la presse internationale fonctionnait. La presse internationale lui-même, il a cherché faire audimat. C'est-à-dire, il a cherché faire et il a cherché faire monde qui pour garder émission, il a cherché le nombre. D'abord il a cherché buzz. Il a cherché faire buzz. Ça c'est anglais buzz, hein, justement. Donc yo le plus souvent dans le sensationnel. C'est-à-dire faut qu'il dit que en Haïti et toute bagaille noire, toute bagaille parce que c'est ça qui vend. Le fait ça, l'in intérêt parce que ça permet que yo fait nombre, ce qu'on appelle l'audimat, ça a augmenté l'audimat. Et nous autres, en général, le pays va être victime de ça, même si il y a un problème vrai. Mais là, font un reportage, la simple déontologie exigeait que l'on a une information, par exemple, et que vous vérifiez sous cela. Vous vérifiez et fiabilité information, vous vérifiez véracité. Je ne fais pas si haïtiens qui essaient d'être lucides. Nous sommes défenseurs d'Haïti, certes, mais en même temps, moi essayer d'être sur terre, pas à vivre dans le nuage. Là, on montre en caméra, qu'ils soient un journaliste professionnel ou pas, l'arrivée Port-au-Prince. Des jeunes plus fatra que belle bagaille. Des jeunes plus bagaille négatifs à montrer, malheureusement. Et c'est le cas dans quasiment toutes nos grandes villes maintenant. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est vrai que, alors, je ne suis pas en train de vous dire que Haïti pas un problème d'insalubrité. Mais gardez-vous, dans Port-au-Prince, on dit, l'arrivée dans Port-au-Prince, ou entrer dans la capitale là, gain de côté, gain Fatra. À pile côté. Mais c'est pas seulement Fatra qui gagne dans la capitale là. Il faut dire que après le séisme, après le tremblement de terre, et capitale là crasée, capitale là, Port-au-Prince c'est une capitale à reconstruire. Ça on est d'accord sur ça. Port-au-Prince, mais on pas qu'à réduire Haïti à espace côté gen Fatra dans Port-au-Prince ou bien espace côté gen Fatra dans de l'autre grande agglomération. C'est vrai gen mais Haïti c'est 27 750 km². M'bo garanti. Une fois soit les côtes des Acadiens, c'est-à-dire ou quitter et on dit comment on dit ça Titanien. Voilà. Ou quitter Titanien ou pour aller. Ou pour aller.
gen plus belle bagaille pour ouais, pays a offrir son cadre d'émerveillement. Mais on n'est plus à Port-au-Prince là. Oui, mais justement, c'est ça ma chose. Donc, on ne peut pas réduire Haïti à Port-au-Prince. Et même à Port-au-Prince, c'est vrai que Port-au-Prince, je le redis, c'est une capitale à reconstruire. Parce que le tremblement de terre a crasé le pays à net. Mais il y a de côté qui sale dans Port-au-Prince. Si vous voulez chercher, si vous voulez montrer côté qui sale dans Port-au-Prince, vous n'avez pas besoin de chercher un peu. Alors justement, mais on ne peut pas réduire le pays à ça. N'est-ce pas le travail des responsables politiques, justement, de former des gens qui puissent guider ces gens qui ne connaissent pas le pays pour qu'ils puissent voir tout ce qu'il y a à voir en dehors de ce qui est négatif. Oui, parce définitivement. que quand on va en Haïti, quand on va par exemple, je vais loin, je vais au Cap-Haïtien, on n'a pas un guide sérieux pour nous faire visiter les sites, pour nous expliquer les sites. Guide. Alors, ça qui passe, c'est que l'institution est très affaiblie ces derniers temps, ça je vous l'accorde volontiers. Et l'institution est très affaiblie, le tourisme, l'industrie touristique en Haïti en ce moment est à un point le plus bas, c'est clair. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais il y a de efforts qu'a fait pour le problème, c'est que c'est le regard. Le regard qu'on pose sur Haïti, c'est un regard guidé depuis. Moun yo ça vient chercher ouais. C'est ça la question. Il y a des Haïtiens qui montent négatif sur tout. Absolument. Ça, nous d'accord. Oui, absolument. Moi, on dit assez souvent que un pile Haïtien a fait du mal à pays involontairement. Le plus souvent. Mais il fait un pile mal à pays parce que le nègre arrivé à Haïti, l'arrivée effectivement il y a de côté en Haïti qui pas très agréable à la vue, il choisit montrer ça alors que le passé là est de l'autre côté et il pas montré là de l'autre côté là le jouit. Est-ce que c'est pas par dégoût les montrer? C'est vrai que je reconnais que ces gens font du mal, ils font du tort à l'image du pays, mais est-ce que c'est pas par dégoût? Celui qui a vécu à la routière Mars pendant longtemps dans sa jeunesse et qui revient après 10 ans, 20 ans et il voit ce que cette routière Mars est devenue, il a envie de prendre ça pour dire regardez ce qui s'est passé pendant mon absence. L'étape plus intéressante, si mon au lieu que par dégoût, j'en dis il prend il met sur internet. Et que l'écrase l'image pays a puis mal l'étape plus intéressant si dégoût ça mon a utilisé dans le sens positif c'est-à-dire que lui ouais Jean outil masque crasé lui essayer et il y a monde qui fait ça d'ailleurs il essaie envisager qui possibilité de gagner pour avec de l'association avant hier m'a suivre. Avant hier, moi rencontré un série de monde dans l'association, dans la communauté haïtienne, non, qui a fait de travail extraordinaire. Tout à fait. C'est moun yo allé de côté dans le pays qui a de problèmes de l'eau potable, yo vini avec deux projets pour yo et fouiller depuis Athézin pour chercher de l'eau. Oui, tout à fait. Nous l'avons fait dans notre quartier à la Féolé et Léogane. Donc, attitude ça plus intéressant pour moi que un monde qui vient, qui prend photo, qui... Mais est-ce que ces initiatives associatives ne déresponsabilisent pas les responsables politiques du pays? Ils se disent, de toute façon, même si on ne fait pas, il y a des associations à l'étranger qui vont faire. Déjà, de toute façon, les responsables politiques du pays, ils ont, comme je dis, ils ont une responsabilité pour faire de bagages dans le pays, mais ils n'ont pas qu'à faire tout le bagage. Ça, il faut que nous d'accord. Ils n'ont pas essayé, non? Ils n'ont pas essayé même. Non, oui, mais ils ont essayé. Donc, ils ont fait, par exemple, regardez effort et président Jovenel Moïse a fait pour lui-même ou qu'a gagné un barrage Marion et effort il fait goumel le fait regardez effort l'a fait pour qu'a gagné électricité 24/24 dans le pays là tout bas ça mais où qu'on est de monde au lieu que ouais effort ça yo a cherché de l'autre bagaille yo a cherché la petite bête c'est ça la question c'est qui ça nous a fait pour nous mettre tête nous ensemble pour nous retirer le pays dans ça là au lieu que nous chita là n'a reproduit
Zizani. La produit chamaillerie. On devait faire une émission très courte, mais on vient de terminer la première partie, parce que la deuxième partie, on va parler du drapeau, bien sûr, et c'était l'objet de notre émission, en fait, mais on va y revenir juste après la pause. La pause, c'est tout de suite. Ladies and gentlemen, changez votre perception de la culture haïtienne. Lisez Boyo Magazine. Chaque trimestre, Boyo Magazine vous apporte toutes les passions, couleurs et émotions qui caractérisent la riche culture haïtienne. Des sites, villes et communes à découvrir. Musique, mode, peinture, beauté, poésie et toutes les valeurs traditionnelles d'Haïti constituent le contenu périodique de Boyo Magazine. Contact WhatsApp 06 01 86 45 50. Boyo Magazine, la voix de la culture haïtienne chaque trimestre. Nous poursuivons notre 39e édition de Transparence aujourd'hui avec notre invité, Monsieur Jean-Josué Pierre Dahomey, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Haïti en France depuis le mois d'octobre 2020. Depuis quelques jours, il remplit ces mêmes fonctions auprès de la Suisse, officiellement en tout cas. À ce titre, Monsieur Pierre Dahomey est le représentant permanent d'Haïti près le Conseil permanent de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est bien ça, hein? Absolument. Parfait. Nous le savons tous, la légende d'Haïti est « L'union fait la force ». Sa devise nationale est « Liberté, égalité, fraternité ». C'est lors du congrès de l'ACAE, le 18 mai 1803, que Jean-Jacques Dessalines, face à l'ensemble des chefs de la révolution haïtienne, arracha du drapeau tricolore français la partie centrale de couleur blanche. Catherine Flon prit les deux morceaux restants et les cousit ensemble pour symboliser l'union des Noirs et des mulâtres et créer ainsi le drapeau de la République d'Haïti. Le drapeau haïtien a donc 218 années d'existence. Le drapeau d'Haïti fut créé donc en 1803, adopté dès 1820 et officialisé en 1843. La Constitution d'Haïti de 1987, en son article 3, a confirmé l'identité historique du drapeau haïtien. Puisqu'on se souvient de la période des Duvalier où le drapeau avait changé de facette, de couleur. Le bicolore haïtien représente la fierté, l'identité et la souveraineté nationale. Aujourd'hui, plus que jamais, Haïti est à la recherche, il faut le dire, de ces indispensables éléments. Cette fierté et cette souveraineté, cette identité, on est à la recherche de tout cela. En cette année 2021, l'an 217 de la déclaration de son indépendance, Haïti fait face à de nombreux défis. Mais au-delà de ces considérations, il est indispensable de célébrer ce drapeau âgé de 218 années. Le drapeau haïtien actuel est un bicolore composé de deux bandes horizontales de couleur bleue et rouge. Au centre se trouve un panneau blanc portant... Là, je suis en train d'expliquer à des Haïtiens ce que c'est que le drapeau haïtien. Ouais. Hein. Donc, au milieu, il y a les armoiries du pays. Le blason représente un trophée d'armes au sommet d'une colline verdoyante. Et oui, beaucoup de verdure. Et un palmier royal symbolisant l'indépendance. La devise « L'union fait la force » apparaît sur un ruban blanc. Après avoir arraché, là c'est une question que j'ai envie de vous poser, monsieur l'ambassadeur, après avoir arraché la bande blanche du tricolore français, Jean-Jacques Dessalines demanda à sa filleule, Catherine Flon, de coudre les deux bandes restantes. Donc, historiquement, on retient que le bleu fut adopté afin de signifier les citoyens noirs d'Haïti et le rouge, les mulâtres. La question que j'ai envie de vous poser est plus historique qu'autre chose. Que pensez-vous de cette interprétation qu'on pourrait appeler une interprétation historique? Le fait que le bleu représente les noirs, le rouge représente les mulâtres. C'était la vérité historique de l'époque. C'était l'idée que yo raché drapeau ou yo raché dans drapeau. Parce que le drapeau, ce qu'il faut savoir, c'était le drapeau français. Le drapeau de la France. Donc on a arraché le blanc. Et pour relier le bleu et le rouge. Donc, l'interprétation historique, c'est le drapeau symbolise l'union des Noirs et des mulâtres. Donc, effectivement, c'est ça. Mais pour nous, aujourd'hui, le drapeau est plus que ça. Le drapeau, alors, au moment de l'indépendance, le drapeau devait représenter cette union des Noirs et des mulâtres. Mais pour nous, aujourd'hui, le drapeau, c'est l'union non seulement des Noirs et des mulâtres, l'union de tous les Haïtiens, mais c'est un motif de fierté. C'est le symbole de notre souveraineté.
c'est l'étendard de notre existence de peuple. Et c'est pas problématique, et nous pas qu'à voyager tes problématiques et historiques là, mais en fonction de période n'a vivre là-dedans, drapeau a li symboliser de bagailles qui beaucoup plus, m'envie dire, correspondent à exigence période ça. Exigence moment. Voilà, et c'est bagaille ça c'est fierté et moi j'ai une petite différence assez minime mais quand même pas penser que Haïti est pas un pays qui perd du fierté. Je pense que bien au contraire c'est vrai que Haïti a un problème, mais fierté nous c'est d'être le premier peuple noir indépendant du monde. Fierté nous, c'est d'être le pays qui a donné sa lettre de noblesse aux idéaux des temps modernes, les grands idéaux, liberté, égalité, fraternité. Fierté nous, c'est d'être le pays qui a vaincu, qui a mis un terme, mais littéralement, à ce qu'on appelle le système esclavagiste. Fierté nous, c'est tout ça. Et drapeau, c'est symbole fierté ça. Drapeau, c'est symbole liberté nous. Drapeau, c'est symbole égalité nous. Drapeau, c'est symbole fraternité nous. Donc, non, ça, nous pas qu'à pas qu'à dire que Haïti perdu dans fierté. En dépit de tout problème que nous gagnons et malgré problème ça pas fait que nous étions un peu fiers. Moi m'a regardé et le Jean diaspora embrasser tableau et embrasser et drapeau. C'est extraordinaire qu'il s'agisse de la diaspora et haïtienne en France. Ou aux États-Unis, un peu partout ailleurs. C'est plus gros fait. D'ailleurs, c'est plus gros fait haïtien qui gagne dans la diaspora. C'est la fête. Tout à fait. Et puis, 1er janvier, tout côté Abré en pile. C'est vrai. Au cours de l'histoire, le drapeau haïtien a plusieurs fois changé de visage, il faut le dire. On peut en rappeler certaines périodes, si vous voulez. Mais que vous inspire ces changements au niveau du drapeau haïtien? Parce que, à un certain moment, c'est 2 bandes verticales, après c'est 2 bandes horizontales, après c'est du bleu et rouge, après c'est du noir et rouge, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire ces changements? En réalité, changement de drapeau, li indique un bagay et qui traverse toute histoire pays. Li indique bataille que élite politique pays a livré entre lui-même, les gens de l'élite politique de ce pays pendant toute l'histoire de ce pays. Moi, ça t'appelle dire instabilité, mais... Non, en fait, c'est bataille qui gagne, guerre fratricide qui gagne entre nous, qui fait que assez souvent, on est grand pouvoir, li penser que faut qu'il change. Faut qu'il vienne à drapeau pâle. Faut qu'il vienne à drapeau pâle. C'était le cas de François Duvalier, évidemment, qui était changé le drapeau du bleu et rouge, il mettait le noir et rouge. Bon, il était fait référence et pour le faire ça avec le drapeau de l'Empire et de Dessalines, l'Empire dessalinien, le drapeau de l'empereur. Mais n'empêche que le drapeau c'est toujours symbole existence son peuple. Et il n'est pas toujours bon que de régime politique et décider changer symbole là. Très bien. Et Jean-Jacques Dessalines a doté Haïti de son premier drapeau, le 18 mai 1803, on en a parlé, donc c'était le bleu et rouge. Devenant empereur, vous venez d'en parler, il change le bleu en noir. Finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire que Jean-Jacques Dessalines lui-même a instauré ce phénomène de changement? Je pourrais parler de phénomène de déstabilisation, mais je préfère dire changement. Parce que si celui qui a donné le premier drapeau au pays décide de changer quand il devient empereur, c'est donner champ libre à d'autres de faire ce qu'ils veulent, non? Non, Dessalines c'était premier chef de l'État pays a gagné en réalité. Et premier chef de l'État, et l'État lui commençait évidemment, j'en sautais rappeler là comme un empire. L'État, lorsque Dessalines vini en empereur et il changeait le drapeau en noir rouge. Mais tout ça, tout ça appartient à l'histoire. L'essentiel, je veux dire, c'est garder et comment nous avons fait
pour nous joindre en unité, préserver en unité autour de cette fierté qu'est l'étendard, le drapeau haïtien. C'est comment nous faire de drapeau ça encore symbole unité nous. C'est ça qui est fondamental. On quitte Dessalines dans la salle de fer et Dessalines fait. C'est vrai que Dessalines a changé de drapeau, mais Dessalines font bagaille qui est plus fondamental, qui demandait que nous pas obligés de critiquer parce qu'il a changé de drapeau. C'est pas forcément une critique. On pourrait dire qu'il voulait carrément couper court à la France complètement, changer comme ça. Il n'y a aucun rapport avec le bleu, blanc, rouge de la France. Oui, mais tu as toujours été rouge dans le drapeau. Donc, oui, mais bon, il y a dans trois couleurs, aucun bleu seul. Mais moi, c'est pas l'interprétation. Je n'ai pas envie de faire de interprétation sous l'histoire qui pourra le plus diviser nous au lieu que les unir. Alors, faut me dire que ça fait partie quand même de l'histoire. Absolument. Donc, il faut comprendre l'histoire en replaçant l'histoire, en analysant l'histoire dans son contexte. Really? Donc, moi-même comme ambassadeur, moi pas penser que c'est opportun pour interpréter l'histoire de façon qui crée des années. Bon, je vous ai raison. Parce que je ne veux dire dans le pays, le pays est divisé entre l'ouverturien et des saliniens. Bien. Alors que nous mouvement côté que plus que jamais nous besoin d'union. Bon. Pour qui ça? Dessalines était lieutenant de l'armée de Toussaint. Dessalines gourmet bon côté Toussaint dans la guerre du Sud. Vous comprenez bien? Kounien là. Pas aucune raison pour mettre Dessalines en face Toussaint 200 ans plus tard dans le cadre d'une interprétation de l'histoire qui c'est pas une interprétation qui a porté rien de positif. Est-ce que ça me dit là? Donc il pas penser que il faut que nous interpréter et Dessalines comme opposé à Toussaint. J'aime mon série de mon affaire là ou bien interpréter Toussaint comme opposé à Dessalines. Toussaint dans un moment par là il fait ça qu'il doit faire, c'est-à-dire la préservation de la liberté générale. Très bien. Est-ce que Dessalines, dans ce moment là, fait ça qui est nécessaire là, c'est-à-dire l'indépendance, parce qu'il ne faut pas oublier que les colons voulaient rétablir l'esclavage. Et Dessalines, au départ, et c'est pour l'autre nuance sous côté dans l'histoire, encore au départ, Dessalines pas sous projet d'indépendance. S'il était un lieutenant de l'armée de Toussaint Louverture, il était en bas Toussaint. Il vient faire indépendance parce que il y a une nécessité historique que vous pouvez rétablir l'esclavage. Et esclavage, ça, que Toussaint Louverture dit non, nous ne pouvons pas tourner là-dedans. Dessalines dit, bon, tant pour rétablir l'esclavage, nous plutôt bouler colonies. Bouler pays, tout à fait. Donc, couper tête bouler caille, et puis, et liberté ou la mort, c'était Dessalines. Donc, c'est deux gros interrogations. On cherche pour nous, c'est des cas, joindre la canne ça qui unit nous plutôt que ça qui désunit nous. Mon propos, c'était juste de dire... Non, je comprends. Moi, je vous réponds en général. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, je ne vous accuse de rien, mon cher. Parce que moi, je vois, le premier changement du drapeau a été fait par celui qui nous avait donné le drapeau originel. Absolument. Est-ce qu'on peut dire que le drapeau haïtien a un rapport avec le vaudou? Oui, parce que moun qui fait, en fait, ça n'oublie, c'est que moun qui fait indépendance pays, moun qui bat nos premiers drapeaux, puis faut là dedans ancien esclave, c'est de vaudouisants. Donc, et drapeau ali sorti dans matrice et conception du monde, parce que le vaudou c'est pas seulement une religion, c'est une philosophie. C'est un rapport à l'environnement, c'est un rapport à l'existence. Et moun qui était sorti en Afrique, il sorti à bagage ça, et c'est son rapport intrinsèque profond entre drapeau et vaudou. Très bien. Et je ne sais pas si monsieur son vaudouisant, je crois que oui, Moïse Jean-Charles. Et Moïse Jean-Charles a essayé de faire un bagage dernièrement, là, il y a 1 an ou 2. Et monsieur descend de drapeau à Vertières, on place assez symbolique, il descend de drapeau bleu et rouge là, il décide de mettre en noir et rouge
Et en tant que citoyen, pas en tant qu'officiel, mais en tant que citoyen, qui sont pensés de ça? De ça que tu fait, la saleté ici. Ah, mon cher, c'est moi, Jean-Charles, qui vous a justifié lui-même et motivation là. Et je ne sais pas quoi une interprétation particulière de l'action là. Bon, il revient à moi, Jean-Charles lui-même, de justifier les raisons de son action. Et le 18 mai, c'est un jour particulier. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est peut-être la plus grande fête haïtienne à travers le monde, dans toute la communauté haïtienne. Et quel est le message que vous, en tant qu'officiel, cette fois-ci, du gouvernement haïtien en France et en Europe, quel est le message que vous voudriez faire passer dans cette communauté haïtienne de France et les autres communautés haïtiennes qui vont regarder cette émission à travers le monde, et même en Haïti d'ailleurs? Ok. 18 mai, c'est jour nous prenons une décision dans la vie nous en tant que peuple. Nous battons nous un drapeau. Drapeau sont symbole que nous ici pour nous dire que nous choisissons pour nous vivre ensemble. Drapeau sont symbole nous battons nous que nous dit que nous sommes un seul peuple uni pour la vie, uni dans poursuivre un certain nombre d'idéaux. Une société là, liberté, égalité, fraternité. Message ça, c'est lui-même qui pour guider nous en tant que peuple pour tout restant que nous vivons sous terre. Là, nous fait face dans le 218e anniversaire drapeau ça, nous fait face à une crise majeure. C'est une crise politique qui lui-même a de ramifications économiques, a de ramifications sociales et a de ramifications et m'envie dit existentiel. Li fondamental que dans le cadre de célébration 218e anniversaire drapeau ça que nous prenons destin nous en main encore une fois pour nous dire nous c'est seulement dans l'union, c'est seulement dans l'unité, c'est seulement dans la fraternité que nous avons sorti Haïti dans sa liée là. Tout discours qui a mis zizani, tout discours qui a semé la division, tout discours de chamaillerie, discours ça n'est pas digne du drapeau haïtien. Alors, je dis à tous les compatriotes haïtiens, bonne fête du drapeau et m'invitez-nous à réfléchir sur le sens symbole ça a gagné pour nous. Si Dessalines avec Christophe Toussaint et pas mettre tête ensemble pour yote ba nous on dit liberté déjà liberté avec Toussaint Louverture en plus l'indépendance avec Dessalines je ne dis là nous pas exister en tant que peuple et drapeau là comme symbole pour rappeler nous bagaille ça donc bonne fête du drapeau à tous les haïtiens et songez que drapeau c'est le symbole de l'unité et que plus que jamais, Haïti a besoin d'unité. Très bien, merci beaucoup. Mais j'ai une dernière question pour terminer cette émission. T'es une époque, on doit trop jeune, on pas songer époque ça. T'es une époque en Haïti, depuis 8h du matin, tout le monde parle de l'école, tout le monde a vaqué à l'occupation dans la rue. Drapeau pour monter, tout le monde est obligé de camper. Machine camper, chauffeur descendre, camper beaucoup de machines, non, parce qu'il y a monté drapeau. Le soir à 17h, pareil, il y a baissé drapeau, tout le monde est obligé de camper, pays a campé pour drapeau. Et on a perdu cette tradition. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait remettre en place ou exactement, c'est quasiment impossible? Ça a fait bon pile mal à pays, parce que là où perdu une tradition comme ça, ou perdu un sens de civisme. L'on perdu une tradition comme ça, ou perdu un respect, ou perdu un honneur, qu'on nous dit en Haïti, honneur, respect, ou perdu un sens de l'honneur et de respect qu'on a gagné pour tout en tant que peuple. Parce que l'on salue le drapeau, c'est ce qu'ils ont fait. C'est la tête altière, là, je mettais tête tout, campé, pour dire que moi saluer travail dans cette unité, moi saluer existence, moi saluer pays ça, et existence pays ça que dans cette quitté pour nous. Donc moi je pense que c'est une tradition pour nous reprendre et pour nous reprendre tradition il faut que nous commencer par instaurer
le civisme, déjà à l'école. Instaurer le civisme. C'est un petit livre qui était l'instruction civique et morale. Exactement. Moi-même, qu'on étudie ce livre ça. Et puis, instaurer un peu l'amour de la patrie. Parce qu'on est, tout le bail qui a privé là dans le pays actuellement, il est en partie lié à déficit de l'amour de la patrie. Donc, il y a des ennemis de l'intérieur, en quelque sorte. Des ennemis, en fait, le mot ennemi est fort, mais on dit de monde qui perdu le sens de la patrie, le sens de l'honneur, le sens du respect de la patrie. Nous, il n'y a pas forcément de ennemis de la patrie. Mais l'individualisme l'emporte sur la collectivité. Voilà. Il n'y a pas forcément de ennemis, c'est de monde qui perdu un bagage qui était essentiel. Très bien, nous avons terminé l'émission, mais il y a une partie qui s'appelle Transquiz que nous devions faire. Nous n'allons pas la faire, mais j'ai une toute petite question à vous poser. Est-ce que vous connaissez le lien qui existe entre le Liechtenstein et Haïti? Bon, Liechtenstein, c'est un petit pays en Europe. Oui, c'est en principauté, justement, en Europe de l'Ouest. Il y a même des rapports avec nous, tout à fait. D'ailleurs, il prend un paquet de temps, au moins une quinzaine d'années, avant pour l'international te rendu compte que tous les deux drapeaux étaient exactement même bagaille. Okay. Et finalement, c'est lors des Jeux de 1936, des Jeux olympiques, qu'ils ont rendu compte de ça. Et puis finalement, la principauté de Liechtenstein décidait de mettre la couronne au-dessus, sur la partie, la bande haute, et la partie gauche, qui différentielle avec Haïti. Mais sur Gadibé, après, il y a même couleur de drapeau rouge. Mais merci pour précision ça. Donc, vous voyez, la communauté apprend quelque chose. Et puis, pour terminer, je voudrais conclure en remerciant H-Live et puis remercier Pradel qui t'a invité nous faire émission ça dans l'occasion 18 mai. Nous remercier tout le membre communauté et nous dit que nous là, nous travaillons pour eux et nous là pour nous bailler au service et notre et j'en ai dit tout à l'heure, nous avons pas en préoccupation, mais nous avons souci, on va dire ça comme ça, pour nous créer une diplomatie de proximité. C'est-à-dire que créer proximité avec le monde que nous représentons, le monde que nous là pour nous bailler service. Il me pense que l'ambassadeur chez vous, n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer vos doléances, vos recommandations. Nous sommes là pour vous servir. Et pour servir déjà vos intérêts et améliorer les services que nous pouvons vous offrir, que nous devons vous offrir ici en France. Merci beaucoup. C'était M. Jean-Josué Pierre Dahomey, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Haïti, aussi bien en France qu'en Suisse. Et il a accepté de répondre à notre invitation à l'occasion de cette fête du drapeau haïtien. Encore une fois, merci beaucoup. Bonne fête. Ça fait 218 ans que le drapeau ça a existé. Mais espérez que nous sommes toujours fiers de lui-même et n'a toujours été fiers de lui-même. Et c'est défendre tout de temps en temps. C'est pas parce que nous avons mis des bagailles qui pas bon sur les réseaux sociaux pour nous partager. Au contraire, si nous avons bloqué moun ça de temps en temps fait, ça permet justement de moins de monde et cap polluer et page réseaux sociaux nous pour permettre moun commencer une idée qui peut être moins négative de pays nous de la caille parce que qu'on vle qu'on pas vle, la caille c'est la caille. Et c'est là, n'a bien pour aller, il y a un peu de monde qui a souffert à cause de crise sanitaire là depuis quelque temps. Il n'y a pas qu'à la caille. Nous espérons que ça va résoudre. Et justement, laisse ça résoudre, pas gain rien qui a empêché nous aller. Donc, on essaye de faire ça. Protéger l'image pays, la bon pour nous, c'est l'image pas nous à protéger. Encore une fois, c'était la 39e édition de Transparence. Merci à vous, c'était Pradel Saint-Fleur. À très bientôt.